Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Je suis Greg Rung, je suis directeur associé d'un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Oliver Wyman. J'ai travaillé sur les recommandations qui ont été faites au président de la République concernant l'économie positive. Et j'aurai le plaisir d'animer une table ronde ce matin sur mondialisation et économie positive. Avant de faire cette table ronde avec plusieurs intervenants, j'ai le plaisir d'accueillir M. Gérard Mestrallet, le président directeur général de GDF Suez. Bonjour. Bonjour. Vous accueillir ici. Vous êtes le patron d'un des grands groupes d'énergie de la planète. Pourriez-vous peut-être nous dire, en tant que grand dirigeant, ce que vous pensez de l'économie positive, des recommandations qui ont été faites récemment à l'occasion du LH Forum? Bien, merci. D'ailleurs, je voudrais remercier Jacques Attali une nouvelle fois de m'avoir convié à ce LH Forum, comme l'année dernière. Et je me réjouis du beau succès de ces journées. Notre entreprise, par ses convictions et par la nature de ses activités, partage avec Jacques, avec vous, qui êtes les acteurs et les témoins de l'économie positive, la conviction que notre monde change à un point tel qu'il nous faut l'appréhender avec un nouveau regard. Et cette semaine, je crois, a été particulièrement riche en débat, et notamment avec les propositions, les 45 propositions qui ont été présentées à Pierre Moscovici mardi. Alors je crois qu'un certain nombre de ces propositions concernent le monde de l'entreprise, évidemment, notre monde de l'énergie, de l'environnement. Et moi j'ai été particulièrement sensible à une thématique qui parfois m'obsède, à savoir la conciliation, voire la réconciliation des horizons de temps. Quand on est chef d'entreprise, il y a évidemment le temps des marchés, qui est le temps instantané, qui a été à l'origine de tant de conséquences si graves et au moment de la crise. Temps législatif, le temps des hommes, le temps des organisations, et le temps industriel aussi, qui est beaucoup plus long pour nous. Et ce qui, dans notre dialogue vis-à-vis des marchés, parce que les marchés, c'est les actionnaires, ils existent et ils comptent, il faut arriver à réconcilier. Le temps industriel pour nous, ce sont des dizaines d'années, et quand nous investissons, c'est parfois pour un demi-siècle, et parfois même pour, par exemple, dans les très grands projets hydroélectriques, pour un siècle. Et puis bien sûr, il y a aussi le temps de la nature, puisque nous travaillons aussi sur les ressources naturelles et le temps de la reconstitution des ressources. Donc, réconcilier ces horizons de temps pour une entreprise, c'est essayer de concilier à la fois le projet stratégique, projet industriel, mais aussi le projet social, le projet environnemental, le projet durable et le projet humain. J'ajouterais le projet positif. Ça, c'est le défi qui est, à mon avis, l'un des plus importants pour un chef d'entreprise. Alors, un certain nombre des propositions touchent notre secteur, de l'énergie, de l'environnement, mais c'est aussi une vision pour chaque citoyen, je crois, des citoyens éco-responsables, et chacun d'entre nous, à la fois comme acteur de l'économie, mais aussi comme consommateur, doit être l'acteur d'une économie positive. J'ai retenu aussi l'appel de Jacques à un capitalisme patient. Et moi, j'ajouterais patient et lucide, parce que, au fond, le capitalisme impatient, en fait, il n'a pas intérêt aux crises. Le capitalisme a souffert violemment même des crises. Après Lehman, ça a été un désastre pour le capitalisme. Et donc, appeler à un capitalisme patient, c'est appeler à un capitalisme non seulement plus vertueux, mais plus responsable et surtout plus efficace. Plus efficace sur le long terme. Alors, oui, moi j'adhère. Je dirais, je prends en bloc les 45 propositions, mais pas forcément toutes individuellement. J'en soulignerai deux, si vous le permettez,
qui me plaisent bien. D'abord, le développement du financement participatif. Ça, je crois que c'est un très fort levier. Aujourd'hui, grâce à Internet, ça a réussi à lancer des chanteurs, mais nous avons bâti un projet avec Planète Finance qui s'appelle MicroWorld, par lequel nous pouvons financer avec nos propres salariés qui adhèrent à ce système, qui choisissent des micro-projets et chacun contribue pour ce qu'il souhaite, 20 euros, 40 euros à ces micro-projets. Nous avons 1000 personnes chez nous, chez GDF Suez, qui ont adhéré à ce système de financement participatif, et qui d'ailleurs, cet argent d'ailleurs est recyclé, c'est-à-dire que ce sont des prêts, mais une fois remboursés, les prêts sont immédiatement réinvestis. Mais je pense qu'on pourrait de plus en plus envisager des financements de plus grands projets par des financements participatifs en faisant appel, au fond, à des financements solidaires. La deuxième idée, c'est les commandes publiques qui doivent prendre en compte l'impact sociétal. Je dirais, c'est presque étonnant que ce ne soit pas encore le cas, parce que c'est évidemment l'intérêt général et l'intérêt collectif. Et si les commandes venant du public ne vont pas dans le sens de l'intérêt public, alors je crois que c'est un peu désespérant. Donc voilà deux propositions qui ont retenu mon attention et que je soutiens complètement. Parlons peut-être maintenant plus précisément d'énergie. Quand on pense économie positive, évidemment, la protection de l'environnement et les sujets liés à l'énergie sont très importantes. Comment vous, en tant que responsable d'un groupe dans ce domaine, vous avez vu plus spécifiquement les enjeux entre l'économie positive et votre univers d'activité? Alors, les enjeux sont considérables et changent extrêmement vite. Nous sommes aujourd'hui dans le secteur de l'énergie face à un bouleversement sans précédent. Et un bouleversement qui n'est pas de même nature dans les différentes parties du monde. Au fond, il y a un monde de l'énergie aujourd'hui à 3 vitesses. Il y a les États-Unis avec cette révolution des hydrocarbures non conventionnels, et notamment aujourd'hui du gaz de schiste. Il y a les pays émergents. Dans les pays émergents, la demande en énergie est considérable, et d'ici 2030, 90% du supplément de besoins d'énergie dans le monde seront localisés dans les pays émergents, c'est-à-dire en dehors de l'Europe, des États-Unis, de l'Australie. En quelque sorte, ces 3 zones ne représenteront plus que 10% de la demande supplémentaire d'énergie. Et puis, il y a aussi les pays les plus pauvres, dont les besoins en énergie sont loin d'être satisfaits et qu'on ne doit pas laisser au bord de la route. Je crois que l'accès de tous à une énergie durable, c'est un défi pour l'humanité, puisqu'il y a aujourd'hui 1,3 milliard d'individus qui n'ont pas accès à l'électricité et plus de 2 milliards qui utilisent toujours de la biomasse traditionnelle pour cuire les aliments, contribuant d'ailleurs à la déforestation. Donc je crois que l'accès universel à l'énergie est un objectif social majeur, et nous pensons qu'il est atteignable. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes engagés dans ce sens. Alors d'une part, en augmentant les capacités de production, nous contribuons à accompagner le raccordement de millions et de millions de Brésiliens à l'électricité. Mais aussi, nous avons créé une initiative qui s'appelle GDF Suez Rassembleur d'énergie pour soutenir des projets d'entrepreneurs sociaux qui sont engagés dans l'accès à l'énergie des plus pauvres, ceci dans un certain nombre de pays du monde. Dernière zone, c'est l'Europe. Je voudrais quand même en dire un petit mot parce que ce qui se passe aujourd'hui en Europe est extraordinairement préoccupant. Je dirais que l'Europe de l'énergie est marquée par les 4 D. Il y a eu la dérégulation, il y a la décentralisation, l'énergie distribuée, la digitalisation, avec la convergence des technologies numériques et des technologies énergétiques. Et puis il y a le déclin. Le dernier D, c'est le déclin, parce que la consommation en volume d'énergie diminue. Et d'ailleurs, on peut s'en réjouir, puisque l'objectif à terme est
de réduire alors, de 50% à l'horizon 2050 la consommation d'énergie, de facto, depuis 2008, depuis le début de la crise, c'est une réalité. Alors évidemment, la crise a aidé. Un peu de récession, ça fait baisser la consommation d'énergie. Mais il y a aussi les efforts d'efficacité énergétique. Ici, M. Jérôme Tolo, au premier rang, qui est le patron de notre branche d'efficacité énergétique. Nous avons 80 000 personnes, bientôt 90 000 personnes totalement dédiées à l'efficacité énergétique. Ça veut dire à faire baisser la consommation d'énergie. Deuxième bouleversement, c'est quand même l'émergence des systèmes décentralisés au plus près des territoires. Et ça, c'est une vraie révolution parce que ça change notre rapport à l'énergie. Un certain nombre de consommateurs ont fait le choix de devenir producteurs d'énergie. On peut le devenir avec des panneaux solaires sur son toit, éventuellement une éolienne au fond du jardin. Et ça, c'est un véritable changement. Il y a quelques années, les gens ne s'intéressaient pas à l'origine de l'électricité. Il y avait d'ailleurs un sondage qui était fait aux États-Unis qui m'avait toujours intrigué. On avait demandé aux Américains d'où vient l'électricité. Et plus de 50% des réponses, c'était du mur. Ça veut dire que finalement, au-delà du mur, ce n'était pas un souci. Aujourd'hui, les gens veulent savoir si l'électricité, elle est nucléaire ou pas nucléaire, ou elle est renouvelable ou pas renouvelable, ou faite à partir de charbon ou pas. Et surtout, avec cette énergie distribuée, chaque consommateur va pouvoir gérer, savoir d'où l'électricité vient, où l'énergie vient, mais il faut savoir aussi gérer, piloter, être acteur et pas seulement être passif. Alors pour nos entreprises, ce qu'on est en train de vivre, c'est une vraie révolution en Europe. Le temps des monopoles, le temps des utilities et des grosses centrales, des grosses lignes de tension est terminé. Et on est en train de passer de façon absolument irréversible vers un système dans lequel les unités de production sont de petites dimensions, les éoliennes, les panneaux solaires, mais aussi la micro-cogénération, la micro-géothermie. Tout ceci est en train de changer profondément. Donc c'est un nouveau système énergétique qu'il nous faut construire en Europe et de façon urgente, orienté non pas par la production, mais par les usages, et qui aussi réduisent la précarité énergétique. Il y a un point sur lequel je voudrais, puisqu'on parle d'économie positive, il y a un domaine sur lequel l'Europe est en train de se planter complètement. Monsieur Barnier n'est pas encore là, mais je lui en dirai. C'est la politique énergétique, et notamment la politique en matière de climat. Malgré le protocole de Kyoto, d'abord, vous savez que les émissions de CO2 dans le monde continuent d'augmenter, mais l'Europe est en train d'agir à l'encontre de ses propres objectifs, puisque par une fantaisie venant du gaz de schiste américain, qui fait que le charbon américain vient pas cher en Europe. En Europe, le charbon, la production de charbon, d'électricité à partir de charbon augmente considérablement. Et dès lors, les émissions de CO2 sont reparties à la hausse dans le secteur de l'énergie, sont reparties à la hausse en Allemagne, sont reparties à la hausse en Angleterre. Et globalement, s'il n'y avait pas eu la crise et une pincée de récession, aujourd'hui, on irait complètement dans le mauvais sens. Au passage, une conséquence qui n'est pas seulement annexe de cette situation, c'est que les centrales à charbon repartent avec ce charbon bon marché, et on ferme des centrales à gaz qui sont très, très, très modernes et qui ne seront plus là pour servir à la pointe. Donc on fragilise aussi la sécurité d'approvisionnement, et pas dans des proportions mineures. On voit qu'en France, le débat parfois sur l'énergie se focalise, faut-il ou pas fermer Fessenheim? Eh bien, nous-mêmes, GDF Suez, seuls, nous avons fermé l'équivalent en puissance de 8 fois Fessenheim, j'allais dire dans l'indifférence générale, mais nous essayons quand même d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur ce gâchis industriel
parce que les centrales au gaz en particulier, ce ne sont pas des vieilles centrales de 40 ans, ce sont des centrales toutes neuves, de quelques années, et qui devaient servir pour la sécurité d'approvisionnement et la pointe. Elles ferment parce qu'elles sont éliminées du système, totalement déficitaires, et c'est vrai dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, on est en train de fermer à peu près aujourd'hui 30 à 40 fois Fessenheim de centrales à gaz. Et je vois à votre regard que c'est une information que personne ne connaît et qui va peser lourd dans le système énergétique européen. Et donc, nous avons décidé, j'ai pris l'initiative de réunir tous les grands patrons de l'industrie électrique européenne pour appeler l'attention des pouvoirs publics européens, les chefs d'État et la Commission européenne, sur le fait que la politique énergétique européenne est un triple échec. Échec sur le plan de la compétitivité, puisque les prix de l'électricité augmentent, les prix de l'énergie augmentent en Europe alors qu'ils baissent très fort aux États-Unis, ce qui va nous poser un problème. Deuxièmement, c'est un échec sur le plan de la sécurité d'approvisionnement, comme je l'ai indiqué, et c'est un échec sur le plan du climat. Et au passage, on détruit une partie de notre industrie énergétique, ce qui nous concerne évidemment plus directement. Mais là, nous interpellons les responsables européens, parce que c'est l'avenir de l'Europe qui est en cause. Dernier point, si vous me permettez, sur la transition énergétique. La transition énergétique est une réalité. Ce n'est pas un choix, est-ce qu'on est pour ou contre la transition énergétique. Ce passage du monde ancien, le monde des grandes centrales, au monde nouveau, monde d'énergie distribuée, d'énergie délocalisée, décentralisée, territorialisée, avec des petites unités qui modifient profondément le rapport de chacun à l'énergie, qui va faire de tous les consommateurs des acteurs, des vrais acteurs, qui feront des choix responsables. Cette transition énergétique, il faut la réussir. Il faut la réussir. Elle est irréversible. Elle pourra aller plus ou moins vite. Il faut aussi construire un mix énergétique qui repose évidemment sur une trajectoire qui soit durable, adaptée, de développement des énergies renouvelables, qui soit finançable. On voit bien qu'en Allemagne, l'Allemagne va devoir donner un grand coup de frein, et qui privilégie alors des solutions électriques, mais aussi des solutions de chauffage. On oublie que l'électricité, dans le mix énergétique, c'est 22%. Tout le reste, c'est le chauffage pour 40% et les transports et l'industrie. Et donc, nous préconisons des solutions de chauffage renouvelable, le biogaz, la biomasse. Nous allons d'ailleurs tout à l'heure inaugurer une centrale biomasse, enfin la première pierre d'une centrale biomasse pour le réseau de chaleur de la ville du Havre. Donc, la transition énergétique, ça n'est évidemment pas le seul sujet de la transition globale de nos modèles sociétaux qui font l'objet de nos débats aujourd'hui, sur lesquels vous avez échangé durant ces 3 jours. Mais je crois que l'énergie est un service essentiel à la vie, qui est aussi structurant pour les sociétés, un secteur industriel qui est en pleine transformation, en pleine révolution, et c'est un secteur qui est indispensable pour le développement économique, pour le développement social, pour la compétitivité des entreprises. Et je crois que réussir cette transition énergétique ou cette mutation énergétique est absolument essentiel pour réussir la transition globale vers une économie positive. Les données que vous avez partagées avec nous sont inquiétantes, en effet. Je pense que vous l'avez dit, c'est des données nouvelles. Moi, je ne les connaissais pas avec ces détails. Donc, on est face à des tendances macro qui sont assez lourdes et défavorables. On parle, qu'est-ce qui peut donner espoir? Vous parliez de la transition énergétique à l'instant. On parle des chantiers autour de l'économie circulaire, donc qui est peut-être une autre manière de voir ça et de continuer un peu ce que vous disiez. Vous pourriez peut-être élaborer sur comment vous voyez ça et quelle échelle ça peut avoir par rapport aux grosses tendances lourdes justement que vous avez évoquées. Oui, vous avez raison. L'économie circulaire est une notion émergente, d'ailleurs émergée. Mais extrêmement importante. C'est un exemple concret, je crois, du fonctionnement des écosystèmes naturels et de ceux dans lesquels que l'homme a lui-même transformé. Et c'est vrai qu'on
on est en train de passer, en tout cas il faudrait que l'on passe d'un système d'économie linéaire à un système d'économie circulaire. L'économie linéaire, c'est le système que nous avons connu et que l'homme a mis en place depuis des siècles d'ailleurs, dans lesquels il prélève des ressources dans la nature sans réserve. Il prélève ces ressources naturelles, il les utilise dans le cycle de vie, dans le cycle industriel, et puis à la fin, il les rejette. Donc il y a un énorme gâchis. D'autant plus que ces ressources ne sont évidemment pas illimitées, et on le sait bien. Le système, l'économie circulaire, elle part effectivement des ressources, la matière, des usages, et ensuite les déchets ne sont pas jetés, ils sont pour une partie recyclés, et ainsi le verre est recyclé, le fer est recyclé, l'acier sont recyclés, ou parfois transformés, ces déchets sont transformés pour un autre usage, et c'est notamment le cas pour ce qui est de l'énergie. Et par exemple, prenons le cycle de l'eau. L'eau usée est récupérée, elle est filtrée, donc l'eau elle-même peut être réutilisée. Et les bouts de stations d'épuration que l'on récupère, on peut en faire soit de la chaleur en les brûlant, soit de l'électricité avec une turbine électrique, soit grâce à la méthanisation, on en fait du gaz, et ce gaz peut être réintroduit dans le réseau gazier. C'est ce qu'on appelle le biogaz. Et la méthanisation, par exemple, des produits agricoles, permet aussi de recycler du gaz et de faire du gaz qui n'est pas prélevé dans la ressource naturelle. Je suis conscient du temps aussi, alors on va peut-être vous laisser terminer, mais il faut qu'on garde un peu de temps pour la table. Je voudrais juste prendre un exemple de réutilisation d'énergie. C'est un projet de voiture qui fonctionne au vent. Alors je m'explique, ce n'est pas une voiture avec une voile. La problématique vient de ce que le développement massif de l'éolien, des éoliennes, fait qu'à certains moments, quand il y a beaucoup de vent en Europe, il y a beaucoup trop d'électricité, et on ne sait pas la stocker dans les batteries. Beaucoup trop d'électricité, au passage, le prix de cette électricité à certains moments devient négatif sur les marchés, tellement elle est abondante. Et nous réfléchissons avec d'autres industriels sur l'idée d'utiliser cette électricité surabondante pour faire l'électrolyse de l'eau, séparer l'oxygène et l'hydrogène. L'hydrogène, on peut le mélanger au gaz naturel. Bon, c'est une façon de stocker de l'électricité. Et ce mélange, on est en train d'expérimenter son usage, par exemple à Dunkerque, pour l'usage de bus, d'autobus, fonctionnant à ce mélange, ou encore le réinjecter dans le réseau de distribution de gaz d'un écoquartier dans la communauté urbaine de Dunkerque. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je ne suis pas encore au véhicule. On prend l'hydrogène et du CO2 qu'on veut par ailleurs détruire, il y en a trop. On fait la synthèse chimique, hydrogène plus CO2, on fait du méthane. Et le méthane, c'est le gaz naturel. Et avec un constructeur automobile européen, nous travaillons sur un véhicule fonctionnant au gaz. Au gaz, biogaz au fond, produit grâce à de l'eau, grâce à du CO2 et à de l'énergie éolienne au départ. C'est donc le vent qui fera fonctionner cette voiture. Voilà.